Et on va passer à la séance du jour. Nouvelle nomenclature, nouveau paradigme. Et on a la chance de commencer avec Hubert Joannet, mais je te passe la parole avant. Oui, en fait, il y a un grand désespoir global depuis plusieurs années parmi les acteurs, qu'il s'agisse des chirurgiens ou des industriels, qui ne parviennent pas à faire valider des actes ou des nouveaux matériaux et qui ont finalement pris acte du fait que de toute façon, ils font des opérations qui n'existent pas. Ils sont quand même remboursés. Les industriels eux-mêmes parfois se détournent d'une prise en charge pour vendre sans remboursement. Enfin bref, on voit bien que depuis plusieurs années, les choses sont bloquées. Et puis, mais en réalité, notre propos est de faire preuve d'optimisme. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a une nouvelle nomenclature en cours, qui se veut une nomenclature qui sera dynamique, et d'autre part, parce qu'il y a des nouveaux procédés d'évaluation. Et c'est pour ça que donc, nous avons invité un certain nombre d'acteurs, le président du Haut Conseil de nomenclature, parce qu'ils sont deux présidents. Alors, il y a Christian Espagno, qui est le président actuel, qui est en visio, et François Richard, qui était première période, si j'ose dire, enfin bon, qui est présent et qui va intervenir. Nous avons proposé également à Jacques Meurette, qui travaille sur les problèmes de hiérarchisation depuis très très longtemps, depuis plusieurs, alors je ne vais pas dire dizaines d'années, mais 2013. oui, c'est ça. Et ainsi qu'à Bertrand Lucas, qui est membre du conseil scientifique du Health Data Hub, parce que tout ça fonctionne par l'intermédiaire de data et il y a un besoin de circuits des data de qualité et qu'ils soient protégés. Et enfin, tout ça s'intègre dans un écosystème qui se développe, on appelle à l'Académie la chirurgie 4.0, et c'est Jean-Claude Couffinal qui, depuis plusieurs années, a introduit ce concept, si j'ose dire. D'ailleurs, je suis allé l'an dernier dans un congrès où c'était la chirurgie 3.0. Donc, c'est-à-dire qu'on voit bien que les choses évoluent. Alors, je vais faire la première intervention sur la recherche clinique. Nouveaux outils, tout ça. C'est un joli titre et je sais déjà qu'il y a des questions qui ont été préparées pour toi. Alors effectivement, donc en fait, depuis plusieurs années, on constate qu'il y a des process qui ne sont pas aboutis. Il y a pas d'évaluation d'acte ou très peu. Pourquoi? Parce que la doxa, c'est les épreuves prospectives randomisées. Ces épreuves prospectives randomisées, elles posent plusieurs problèmes. Il y a d'abord des difficultés d'inclusion. Elles aboutissent très souvent à des faibles niveaux de preuve. Et enfin, elles ont un coût qui n'est pas nul et qui a tendance à augmenter. Si on s'intéresse si on s'intéresse aux dispositifs médicaux, eh bien, après un long process, la CNEDIMS à la HAS délivre des ASR 4 ou 5 qui sont donc de faible niveau. Tout ça pour obtenir auprès du ministère des Finances des prix très bas. Et de ce fait, en fait, il y a un certain nombre de dispositifs médicaux qui ne peuvent être obtenus que par l'intermédiaire de la liste en sus, c'est-à-dire que ça peut être remboursé, mais il faut que ça soit inscrit sur cette liste, voire, dans beaucoup de cas, des industriels qui préfèrent vendre sans chercher à faire valider. Enfin, ils ont un marquage chez eux, mais ils ne cherchent pas à faire valider par la HAS et obtenir un remboursement par la CNAM. Et enfin, ces industriels, ils sont très impactés par les modifications du règlement européen pour le marquage CE, à tel point que ce règlement européen a été déjà reporté une fois et qu'il y a deux nouvelles accommodations qui sont prévues. Et tout ça sous l'autorité de la Haute Autorité de Santé, qui est une autorité indépendante, qui est particulièrement vertueuse, qu'on ne lui reproche, on ne lui reprochera pas ce point-là, mais pour autant, ça rend les validations, les validations des actes et des dispositifs médicaux extrêmement compliquées. À tel point d'ailleurs que dans le programme de la HAS 2024 à poursuivre en 2025, c'est le titre du résumé, enfin du programme de la HAS, eh bien, il y a seulement 3 CNP sur 13 CNP chirurgicaux et une société savante, l'AFU, qui
ont travaillé avec la HAS l'an dernier. On mesure bien un peu le découragement des collègues pour essayer d'obtenir des validations. Alors, le meilleur exemple, c'est la prostatectomie robot. La prostatectomie robot, elle a été réalisée pour la première fois dans le monde par un Français à Créteil, Clément Abou, qui a publié le premier cas en juin 2001. La validation de la Haute Autorité de santé est intervenue en décembre 2016, et cela du bout des lèvres. Quand on lit la conclusion de la Haute Autorité de santé, c'est pas vraiment mieux que les autres, mais bon, on va quand même le valider. Cette évaluation, elle était basée sur quelques recommandations, mais surtout 2 études prospectives contrôlées. Donc, on est quand même 15 ans après l'introduction en France, et là, je parle d'études prospectives contrôlées internationales, réunissant uniquement 250 patients. Et puisqu'à l'époque, en 2007, depuis, il y en a eu plus. Maintenant, il y a plus d'études contrôlées, mais à l'époque, c'était ça. Et alors qu'à cette époque-là, 20 000 patients avaient été opérés en France. Et il n'y a pas actuellement de remboursement pour cet acte. On est en 2025, alors qu'elle a été introduite en France en 2001 et qu'elle s'est vraiment répandue, puisque tous les chirurgiens urologues souhaitaient pouvoir bénéficier d'un robot. Donc ça, c'est quand même assez symptomatique des problèmes qu'on a en France sur la validation des actes et la validation des dispositifs médicaux. Alors, j'ai mis quand même un lever de soleil, puisqu'on a d'une part le Haut Conseil de nomenclature qui a été installé en septembre 2021 par Olivier Véran et qui est présidé par 2 chirurgiens, quand même pas anodin, puisque cette commission de la nomenclature, ce Conseil de la nomenclature gère les 44 spécialités médicales, puisqu'il y a des actes également médicaux. Et que parallèlement, on dispose maintenant de nouvelles méthodes d'évaluation, c'est-à-dire que le dogme de l'étude prospective contrôlée peut être battu en brèche parce qu'il existe maintenant la possibilité de faire des évaluations à partir de données en vie réelle ou de données synthétiques, voire même des données artificielles, parce que derrière tout ça, il y a le problématique des chirurgiens pour les dispositifs médicaux, mais il y a également la problématique des laboratoires pharmaceutiques pour faire valider leurs médicaments et qui ont des impératifs de délai, de coûts qui sont très importants et en général beaucoup plus importants que pour les dispositifs médicaux. Alors, les études prospectives contrôlées, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire qu'elles ne sont pas d'abord le reflet de la vie réelle. Voilà un article qui a été publié par Gabriel Steg en 2007, qui montre bien que lorsque les résultats issus d'une étude prospective contrôlée comportent en fait des malades sélectionnés dans des centres sélectionnés, et vous voyez que ici, les résultats sont cliniquement significatifs, alors que lorsqu'on regarde les données dans la population en général, il s'agit d'une étude de cardiologie, les résultats ne sont plus du tout significatifs. Donc, ces études sur les patients sélectionnés, elles posent des problèmes, et on a plutôt tendance maintenant à favoriser des études en vie réelle. Autre exemple, le coût des études cliniques, vous voyez que le coût a très nettement augmenté parce qu'il y a nécessité de suivre des malades, parce qu'il faut demander, on recourt à des métiers spécialisés, etc. Et que ces coûts deviennent maintenant prohibitifs pour un certain nombre d'intervenants. Autre exemple, les PHRC nationaux. Le ministère de la Santé a fêté en janvier dernier le 30e anniversaire des programmes hospitaliers de recherche clinique. Et il y en a plusieurs types. Là, on s'est concentré sur les PHRC nationaux. C'est le ministère de la Santé qui paye tous ces programmes. Chaque programme a un coût moyen de 750 000 euros. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là aussi, c'est une capture d'écran, on voit que sur 763 PHRC nationaux qui ont été introduits entre 2012 et 2019, seuls 2019, alors que ça a été publié en janvier 2024, eh bien, vous voyez, seuls 25% des PHRC ont été terminés. Alors, certes, ils ont donné à des publications de haut niveau,
mais il y en a quand même 75% qui sont restés en rade, et c'est manifestement une problématique. Donc, les études prospectives contrôlées, ce sont des populations sélectionnées, des problématiques de coût, et puis également des problématiques de défaut d'inclusion. C'est-à-dire que les malades doivent donner leur accord. Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que vous préférez qu'on vous tire au sort pour une grande opération du ventre avec une grande cicatrice de 30 cm ou qu'on vous fasse des petits trous? Et donc, ça ne facilite pas la recherche clinique. Alors, voilà deux études qui ont toutes les deux été publiées dans le New England Journal of Medicine sur le même sujet. Il s'agissait d'évaluer s'il était utile de réaliser des thrombectomies coronaires à la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. L'étude de gauche est une étude prospective contrôlée qui concerne 10 000 patients. L'étude de droite est une étude de registre qui concerne 12 000 patients. Même sujet, même résultat. Les deux résultats montrent que c'est inutile. Eh bien, l'étude prospective contrôlée, elle a duré 46 mois. L'étude de registre a duré 8 mois. Et le coût, l'étude prospective contrôlée, a été 30 fois plus cher que le registre. Donc, on se dit, tiens, le registre, c'est peut-être intéressant à côté des études prospectives contrôlées. Et d'ailleurs, quand on tape dans PubMed Surgery, Prospective Randomized Trial, et que de l'autre côté, on tape Surgery Register, eh bien, on s'aperçoit que lorsqu'on fait le compte des publications, entre 2000 et 2024, il y en a beaucoup plus en termes d'études prospectives contrôlées que de registres. Mais en revanche, vous voyez qu'en 2024, le chiffre s'équilibre et qu'on a 7000 études contre 6006 pour les registres. Donc, on voit bien qu'il y a une tendance à faire des modalités de recherche clinique qui évoluent. Et d'ailleurs, l'avantage des registres, c'est que on peut évaluer sa pratique. Vous ne pouvez pas évaluer votre pratique dans une étude prospective contrôlée. En revanche, vous pouvez parfaitement vous dire où je suis par rapport à la moyenne. Est-ce que je suis en bonne place ou au contraire, est-ce que je suis à la ramasse? Ça permet son benchmark et ça permet éventuellement de modifier ses attitudes, voire ses indications. Voilà une étude qui a été réalisée par Grégory Katz sur la cataracte en France, à partir des PROMS et des PREMS. Eh bien, on voit que et tout ça a été entré dans les registres. Et bien qu'avec le temps, en l'espace de 3 ans, il y a eu un changement des pratiques, un changement d'attitude relationnelle avec les patients, un changement des indications chirurgicales et un changement d'implant, des différents implants. Donc, on voit bien que l'utilisation de registres, ça permet d'évaluer sa pratique et de la faire évaluer, et d'évaluer et de la faire évoluer. Autre exemple, c'est à partir du registre suédois sur les maladies coronariennes. Eh bien, à partir du moment où le registre a été public, eh bien, on voit bien que les gens ont modifié leur pratique. Il y a d'ailleurs une étude très pertinente sur le même sujet pour les cancers du rectum opérés aux Pays-Bas, où ils ont rendu publiques les pratiques des différents centres, il y en avait 25, eh bien, on a bien vu que très rapidement, les centres qui étaient un peu à la baisse se sont rapprochés, ils sont allés se former, etc. Et ça a permis d'améliorer les pratiques. Donc, le registre, ce n'est pas seulement une évaluation plus facile, c'est également une évaluation de sa pratique. Alors, ces registres et donc les données en vie réelle sont-elles utilisées? En fait, elles sont peu utilisées. Et l'AHS, qui est très bonne pour faire des guides, hein, elle a fait d'ailleurs un guide sur les données en vie réelle, mais pour l'instant, elle a peu tendance à les utiliser. Et vous voyez que c'est également le cas en France, mais en termes d'efficacité, eh bien, les registres les données en vie réelle sont très peu utilisées. Et de manière générale, en France, comme dans les pays étrangers, enfin comme en Allemagne par exemple, elles mériteraient à l'être beaucoup plus. Ça, c'est le bilan du LEM, de l'Association des industries médicales, des laboratoires médicaux en 2024. Et donc, en fait, on a le choix entre faire de la chirurgie dans une équipe de Formule 1 ou finalement utiliser sa voiture pour partir en week-end. Il faut en fait tenir compte des deux. Et donc, ça veut dire aussi que ce n'est pas le tout de rentrer des malades dans un registre,
parce qu'en fait, il faut que ces études, ces évaluations soient conçues soient bien conçues, avec des datas de qualité bien sélectionnées, et qu'ensuite cette étude soit bien analysée. Or, le fait d'accumuler des datas ne suffit pas. Il faut l'expertise d'un certain nombre de praticiens. Vous voyez que, par exemple, pour le cancer du pancréas, pendant des années, on a dit le café donne le cancer du pancréas. En fait, c'était un biais. C'est parce que les gens fument, qui boivent plus de café. En fait, les deux choses sont liées. Et ce qui donne le cancer du pancréas, c'est le tabac. Et au contraire, le café, lors des dernières études, semble être un facteur protecteur du cancer du pancréas. De même, il y a des études qui ont montré que les gagnants des Oscars vivaient plus longtemps que les perdants des Oscars. Bon. Et en fait, on s'est aperçu que les deux cohortes n'étaient pas les bonnes. C'est-à-dire qu'il y avait des... Et donc, si on ne fait pas attention à tous ces biais, eh bien, on risque d'aboutir à des faux résultats. C'est d'ailleurs ce qui a conduit dans les études prospectives contrôlées à mener des études en double aveugle pour justement ne pas avoir des biais. Il y a tout un tas de biais comme ça qui peuvent intervenir dans les études et aboutir à des faux résultats. Et donc, l'idée, c'est que ce que pense en fait, d'ailleurs c'est ce que nous a expliqué Gabriel Steg lors de Chirurgie 4.0, c'est qu'il faut, dans les malades rentrer dans les registres, il faut faire des études contrôlées avec des patients qui sont bien appariés, etc. Ça permet d'avoir plus de patients, de donner des résultats plus rapides et des résultats de qualité. Alors, qui sont ces chirurgiens? Qui sont ces chirurgiens qui ont l'expertise pour faire de la recherche clinique? Ben, la problématique, c'est que ces chirurgiens, ils sont très peu nombreux. Vous voyez ici, selon les données du Centre national de gestion et de l'adresse, eh bien, il y a en France 28 426 chirurgiens. Alors, quand on regarde où travaillent ces chirurgiens, eh bien, on s'aperçoit qu'en CHU, il y a 1873 PH, dont évidemment des PUPH. Ça représente 6,6% des chirurgiens en France. Il y a 12 000 libéraux exclusifs, 8 000 salariés exclusifs, et il y a 7 600 qui ont un exercice mixte. Et donc, en réalité, les études cliniques actuelles, elles reposent sur 6,6% des chirurgiens. Et ça, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que d'abord, ces gens sont des héros, hein, parce qu'il faut trouver l'argent pour faire les études, etc., etc. Et ils ont l'expertise, mais également, ils ne s'intéressent pas forcément à des sujets de la pratique quotidienne. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire leur carrière, récupérer des points STIGAPS, des publications de haut niveau, c'est tout à leur honneur, hein, c'est ce qui fait avancer la médecine. Mais il y a aussi tous ces aspects de validation d'actes. Et donc, les conclusions, c'est que on ne peut pas se plaindre que des actes ou des dispositifs médicaux ne soient pas validés si on ne participe pas à leur évaluation. Alors, je le redis, hein, on ne peut pas se plaindre d'actes ou de dispositifs médicaux non validés si on ne participe pas à leur évaluation. Les données en vie réelle dans les registres sont plus précises, elles sont plus rapides, sont moins chères que les études prospectives contrôlées. Les registres permettent une évaluation de sa pratique. Les études cliniques requièrent une expertise, à la fois dans la conception de l'étude, mais également dans l'analyse des résultats. C'est l'affaire de tous d'adresser ces datas dans ces études, aux gens qui savent faire les études. Et, me semble-t-il, après la culture de gestion des risques qui a été introduite dans le milieu chirurgical en 2006, où on a découvert les accidents d'avion, le diagramme de Rhizone, etc., etc., il faut que notre communauté chirurgicale s'imprègne de la culture des data et l'intègre dans sa pratique chirurgicale. Il n'est pas normal que l'activité quotidienne de 70% des chirurgiens en France soit jetée à la poubelle tous les jours, alors qu'elle pourrait bénéficier à l'évaluation des actes et des dispositifs médicaux. Je vous remercie. Merci Hubert pour cette présentation très claire et je crois qu'il y a des questions dans la salle. Au micro. On vous en laissera que deux alors. Non, j'ai un comment. D'abord, j'adore
cette communication. Je suis venue spécialement pour cette session parce que je trouve que les topics sont très, 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 très intéressants et d'actualité. Mais d'abord, il y a un commentaire et après une question, si vous me permettez tous. Le commentaire, c'est qu'il faut faire un rappel historique. Premièrement, pour la HAS, elle n'existe que depuis 2005. Ça fait 20 ans, puisqu'ils ont fêté il n'y a pas longtemps leur 20e anniversaire de création. La Haute Autorité de Santé, elle s'est faite sur le modèle britannique, le NICE, et ils étaient supposés valider ou écrire les guidelines. Mais je pense que leur pouvoir s'est un peu étendu en prenant aussi bien les pouvoirs de l'ANSM, etc., validation des DM, et ce n'est pas le sujet de la HAS normalement. Mais par contre, définir les nomenclatures, tout à fait d'accord. Les guidelines, tout à fait d'accord. Valider une innovation, pourquoi pas. Le deuxième commentaire que je voulais faire, c'était la notion, et je veux faire un rappel, que dans les années 90, en chirurgie, on ne faisait pas d'études prospectives. Toutes les innovations chirurgicales étaient basées sur de real-world data. Ça s'appelait anciennement les études rétrospectives observationnelles sur des registres prospectivement remplis. On a toujours travaillé sur des registres, on opérait des malades, on avait les bases de données. Il y a des bases de données exceptionnelles du temps d'Al-Agile, d'ailleurs, je pourrais dire. Pour avoir passé mon temps dans les archives, je peux en témoigner personnellement. Donc, on a ces bases de données. C'est le real world data, seulement on a oublié, on a fait comme les médecins. Et c'est ça le problème. La médecine, c'était les études prospectives. Les anglo-saxons ont appelé ça evidence-based medicine. Et les chirurgiens ont dit, on va faire des études prospectives randomisées, ce qui n'allait pas du tout en chirurgie, puisque, comme vous l'avez dit, comment on allait faire je vous fais une grande cicatrice ou je vous fais des petits trous, je ne vois pas comment on pouvait faire ça. Ça, c'était pas possible, au point que, pour valider les études scientifiques, on a même créé une validation scientifique, le grading system, qui était spécifique pour la chirurgie, qui n'existe pas pour les médicaments. Tout le problème, c'est qu'on a voulu comparer les médecins, validation des molécules et non pas de la pratique chirurgicale. Et effectivement, je pense que la chirurgie, elle est vraiment dépendante des dispositifs médicaux et on ne devrait pas faire ça. Pour les registres, ils existent. Mais ils sont dans les mains, comme vous avez dit, des sociétés savantes. Il y a, je rappelle pour l'historique, moi qui suis dans la transplantation, surtout du foie, le registre européen qui a été créé par Bismuth, le European Liver Transplant Registry, toutes les publications sont basées sur ce registre internationalement reconnu, au point qu'il a même amené à changer les pratiques dans le domaine. Donc les registres, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans la main des médecins. C'est pas quelque chose d'exceptionnel parce que tout le monde le fait pour peu qu'on s'intéresse à sa spécialité. Seulement, il faut un audit. Qu'est-ce qui a été couplé avec le registre européen de la transplantation? C'est qu'on a employé 2 personnes en plus, une biostatisticienne et un auditeur qui voyageait dans les différents services pour valider que le database, à l'époque Excel file, pour vous dire, qui était bien rempli. C'est ça la clé. Il faut qu'il y ait un contrôleur de le registre. Mais les registres, on les a tous. Moi, je pense que c'est une pratique qui est vraiment typique chirurgicale. Je trouve assez amusant qu'aujourd'hui, on les appelle real world data, mais ils existent déjà. Chirurgicalement, on le fait. Alors, Par contre, ma question à vous, et voilà, je suis arrivée à la fin de mon commentaire et je m'en excuse, parce que je suis très intéressée par ça, c'est que je ne veux pas qu'on fasse croire qu'en France, on ne le fait pas. On le fait, mais ça dépend des services et des équipes. Ce n'est pas les anglo-saxons qui ont créé le Real World Data. Ils ont toujours existé. Ça s'appelait les études rétrospectives sur des bases prospectivement remplies. Ça existe, elles sont là, mais il faut... ma question, c'est, vu avec l'académie, comment faire pour que justement ces équipes qui ont
ces diamants chez eux communiquent entre elles, parce que c'est ça la clé. Il y a des bases de données qui sont un peu privées et on ne sait pas faire le lien entre toutes ces bases de données par pathologie peut-être, ou par acte, ou par spécialité, je ne sais pas, pour les faire relier entre elles. Merci. Et pardon. Hein. Je fais un commentaire du commentaire, puis je reprends la question. Donc, l'Académie a rencontré l'an dernier Lionel Collet. Et il nous a dit, vous savez, nous, on a un problème, c'est qu'au début, on avait 2 missions, maintenant, on en a 27. Et donc, l'HAS, elle a probablement un problème de moyens. Et donc, pas être conscient de ça. Je pense qu'ils en sont d'ailleurs très conscients. Après, sur les études rétrospectives, etc., ça, maintenant, on ne va même pas voir l'HAS avec une étude rétrospective. Ils ne veulent pas en entendre parler. Et donc, du coup, il y a eu une grande démotivation. Enfin, vous êtes chirurgienne viscérale, vous avez connu Jean Marillet, François Laquenne, avec le petit P, le 005, les dans base médecine. On a connu toute cette période. Les gens ont fait beaucoup d'études. Mais maintenant, ces études-là ne sont plus retenues. C'est ça le résultat. Ben oui. Bon. Et pour répondre à la question, vous faites de la transplantation hépatique. Mais les équipes de transplantation hépatique, effectivement, elles n'ont pas attendu de mettre en commun leurs activités. Et ça, ces registres-là, ils marchent à fond. Et moi, je vous parle de l'activité quotidienne des chirurgiens et des 8000 actes dans la nomenclature qui ne sont pas évalués, qui n'étaient pas évalués. Voilà. Et donc, c'est là où il y a un sujet. Et donc, c'est le chirurgien, alors ça n'a pas du tout péjoratif, parce que moi, j'ai fait partie de ces chirurgiens pendant des années et des années, le chirurgien de base, qui travaille beaucoup, qui souvent travaille bien, mais qui jette à la poubelle ses data. Une question d'Albert Claude. Merci. Juste un problème finalement d'adaptation culturelle, finalement. Parce que ce qui manque finalement à la Haute Autorité de Santé, quand il s'agit par exemple de décider de la valeur d'une innovation, le principe c'est déjà de comparer à ce qui existe. Quand il y a une véritable innovation, il n'y a pas de moyen de comparer. Et ils sont très très embêtés parce qu'ils ne peuvent pas trouver les outils pour évaluer le service médical rendu et donc la valeur de cette innovation. Un exemple, les exosquelettes pour les paraplégiques qui ont été mis au point et maintenant reconnus par la FDA sont pris en compte par cette administration et sont remboursés par les grandes mutuelles américaines. En France, c'était à la dernière conférence à Studio F sur l'intelligence artificielle, la boîte qui s'occupe de ces osquelettes dit, elle se heurte à la Haute Autorité de Santé qui dit on voudrait comparer à quelque chose. Mais ça n'existe pas. Donc le changement culturel lié à l'innovation, apparemment, il n'est pas intégré dans le logiciel de la Haute Autorité de Santé. Et donc, il va falloir trouver peut-être un moyen, parce qu'en même temps, on tombe sur ce que tu as finalement en introduction dénoncé, c'est-à-dire la nouvelle intervention avec les robots sur la prostate, 25 ans pour finir par valider un geste qui était à l'époque complètement innovant. Et c'était très difficile de le comparer avec des séries suffisantes, etc. Donc, comment sortir de ce paradoxe, cher ami? Je pense que tu dis, oui, il y a probablement une question de culture, mais on peut enfin, moi, je constate la FS, je n'incrimine pas. Et donc, on peut comprendre qu'ils prennent leurs précautions aussi. Et donc, mais il faut aussi que les mentalités un peu évoluent. Et que, en réalité, ce qui se passe, c'est que je pense que nous sommes aussi responsables parce que nous avons baissé les bras. Quand vous parliez des études rétrospectives, il y avait plein de gens qui rentraient leurs malades dans les études. Mais maintenant, comme on n'y arrive pas, ben on dit, bon. Une question pour Jean-Pierre Rosenbaum. Oui, alors tu as dit qu'il n'y avait que 10% de héros finalement qui récupèrent des données. Alors la question pourrait être aussi comment peut-on faire pour augmenter le nombre, ce pourcentage de héros? Et alors peut-être qu'avec une saisie plus automatisée des données, de la fameuse boucle numérique qui permet, après une inclusion des données par
maximum de praticiens une récupération des données en post-op qui permettent d'avoir les prems, les proms et d'avoir cette fameuse boucle qui permet en permanence d'avoir une analyse de nos actes. Alors donc, il y a des systèmes qui évoluent actuellement pour l'intelligence artificielle, pour prise de données automatique, etc. Donc, est-ce que ce ne serait pas une piste, justement, est-ce qu'il n'y a pas des pistes qui sont à développer sur ce plan-là? Je pense que alimenter en données, c'est sûrement indispensable. Maintenant, concevoir les études cliniques, se mettre à l'abri de tous les biais, que ça soit dans la conception ou l'analyse, je pense que ça n'est pas donné à beaucoup de monde. Ce sont des métiers qui sont très professionnels. Après, je ne suis pas rentré dans les outils. Et je vois très bien ce que tu veux dire. Les comptes rendus opératoires qui sont dictés par le registre, les logiciels, les blockchains, etc. Oui, il y a des outils. Les ICRF pour le suivi, il y a des outils. Mais il faut se les approprier. Il faut aussi que Je t'entends plus. Juste une petite précision, ce serait pas mal de penser un système dans lequel les données nécessaires à l'analyse soient directement intégrées dans les logiciels métiers, et donc dont les bases d'analyse seraient faites à partir de critères. Et donc, comme ça, chaque praticien pourrait disposer non seulement d'une récupération des données automatique, mais en même temps d'une analyse qui aurait été normalisée, qui aurait été établie et qui permettrait et validée. François Richard. Oui, non, je voulais appuyer sur la première intervention qui a eu lieu parce que je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On a voulu copier pour la chirurgie sur les méthodes de la médecine, d'évaluation des médecines, ce qui a été une erreur caricaturale. Et on le voit d'ailleurs actuellement, où même pour la médecine, ça pose des problèmes, car quand on voit les différences d'efficacité en chimiothérapie sur les études qui sont faites actuellement, on se demande pourquoi on dépense des milliards pour des traitements qui n'ont en fait aucune efficacité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est pour insister sur, en effet, le problème des bases prospectives de données rétrospectives, parce que, je donnerai un exemple, Maurice Camet, quand il a créé, à la suite, Couvelaire qui avait fait 3 ou 4 cas un petit peu délicats de remplacement de vessie, et il a créé la cystectomie avec remplacement de la vessie par de l'intestin. Ils ont fait comment? J'étais externe, puis interne au moment où c'est arrivé. Ils ont fait le premier malade. Ils ont écrit tout ce qu'ils avaient fait du premier malade. Ils ont fait un staff, on dit, voilà, on a 3, 4, 5 complications qui sont survenues. Ils ont fait un deuxième malade, un troisième malade, un quatrième malade, en analysant à chaque fois les premiers malades. C'est comme ça qu'on a arrêté la radiothérapie qui était faite systématiquement au début. Au bout du troisième malade, ça a été arrêté. Et donc, comme ça, de proche en proche, ça a été fait. Bon, je ne raconte pas toute l'histoire. Simplement, je raconte l'histoire que tous les dossiers de Foch de chez Maurice Camet ont été remplis, gardés. Quand en 1990 ou 95, Laurent Boccongibaud me corrigera, les Américains se sont intéressés à la cystectomie avec remplacement. Ils n'ont pas cru ce qu'a dit Maurice Camet. Ils ont envoyé Lilienne, qui est un chirurgien américain, qui est venu à Foch, à l'époque j'étais interne, qui était passé 3 mois à Foch. Il a revu tous les dossiers, il y en avait à peu près 250, malades opérés, un par un. Et les Américains ont validé la technique de Camet à partir des dossiers, de 250 dossiers. Donc exactement ce que vous avez dit. Et je pense qu'en effet, on a, mais aussi parce que les chirurgiens, à chaque fois qu'ils proposaient de faire ça, les structures, et parfois même l'ANAS ou la HS, disaient oui, mais nous, ça ne nous intéresse pas, on n'en tiendra pas compte. Les gens, petit à petit, se sont démotivés. Et je pense qu'il faut en effet expliquer comment on peut continuer comme ça. Donc, bravo. Les traitements, de toute façon, les Américains ont copié puisqu'ils sont venus. Hein. J'ai eu la chance, je suis l'élève de Bismuth et j'ai été quand même dans les années 90. Je peux vous dire
qui n'y croyaient pas hein, pour les tumeurs de Klatskin, les critères de transplantation, de résection des CHC sur cirrhose. Mais c'est on remplissait. Alors là, je peux vous dire qui remplissait les bases de données. C'est nous, quand j'étais interne. Ah bah, les archives, je les connais. Alors à l'époque, nous, on a numérisé tout sur les disques. Sur les disques. Et ensuite, ça a été très facile maintenant de numériser. Alors la base de données, elle est très très riche, mais on le faisait. Et c'était les fameuses phases de fichiers Excel. Alors oui, je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, ça va être plus rapide puisque tout est numérisé. Donc, vous avez les données. Mais seulement, c'est la culture. Quand vous dites que les chirurgiens, il n'y a que 6%, ça, je ne le comprends pas parce que normalement, quand on travaille, si on se dit spécialiste, etc., on a envie de connaître nos résultats quand même. On est capable de dire à un patient, bah, écoutez, j'ai opéré tant de patients, il y a eu X de récidives, tant % de mortalité, tant de de complications périopératoires. On est capable de le dire, donc on aime garder nos données. Et je pense que la digitalisation va accélérer ce processus. Par contre, la HAS, pour vous, pour en revenir sur le point le principal que vous avez dit, et j'ai rappelé ma petite critique au départ parce que je pense qu'elle s'est octroyé des droits qui ne lui appartiennent pas de principe, parce que c'est un droit qui est couplé avec l'ANSM. Je suis aussi dans l'évaluation scientifique des DM, donc dans la certification européenne. Donc, tous les DM, effectivement, on leur demande de faire des essais, mais c'est l'ANSM qui dicte, parce que toutes les datas des matériaux vigilants, c'est eux qui l'ont. Et c'est pas la HAS, elle peut valider ou pas valider, mais normalement, c'est un droit qui n'est pas le sien, en fait. C'est vraiment l'ANSM au départ. Donc, c'est pour ça que je dis qu'au départ, il faut vraiment préciser quel est son rôle. Si c'est la codification, OK, mais les essais cliniques et tout ce qui se passe en amont, ce n'est pas la HAS qui décide. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire bien la séparation des choses. Et avant de dire que ça va être bloqué, parce que je crois que c'est ouvert, en fait. Maintenant, je pense qu'il peut y avoir un bon push-up pour aboutir à ce qu'on voudrait tous idéalement. On voudrait contrarier la grande démotivation. C'est-à-dire qu'il y a des raisons d'espérer pour monter. Après, Hubert, je propose vous êtes dans une activité où juste une dernière question. juste pour Oui. dire que vous êtes dans une activité où toutes les équipes ont leur file active. Mais le chirurgien qui opère dans son établissement, il n'a pas, en général, il n'a pas de file active. Voilà. Merci beaucoup et bravo Hubert, parce que ça nous réconcilie avec la pratique. Et moi qui ai essayé de faire de la recherche en gynéco-obstétrique à propos du tabac, j'ai toujours été renvoyé en disant il n'y a pas de preuve. Ce que vous faites, il n'y a pas de preuve. Il faut faire des études randomisées, prospectives, etc. Et donc, ce que tu as dit, les chirurgiens ont essayé de faire comme les médecins, et la démonstration que tu as faite, elle est remarquable. Parce que ce qui est important, c'est les résultats. Et pour nous, praticiens, c'est les pratiques et les résultats des pratiques. Et tant que les gens n'évaluent pas leurs pratiques en termes de résultats, eh bien, les choses... Et donc, vraiment, merci, merci, merci. Merci beaucoup, Hubert.